Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et comme promis la dernière fois, nous accueillons aujourd'hui Elodie pour la deuxième partie de leur séjour en Afrique. Donc rappelez-vous, Elodie et Guillaume ont 2 enfants, Simon et Adam. Ils sont franco-australiens, les enfants sont nés en Australie et depuis le Covid, Elodie et Guillaume et leur petite famille sont nomades sur les routes d'Australie. Oui, mais l'Australie c'est bien, mais il se trouve que ces 4-là ont la bougeotte et ont décidé de découvrir le monde, et donc ils s'engagent dans un mode de vie 6 mois en Australie, nomade, 6 mois à découvrir une nouvelle région du monde, et donc là j'avais interviewé Elodie sur leurs 6 mois passés en Afrique. Elle nous a déjà raconté dans l'épisode précédent, donc le numéro 128, leurs 2 premiers mois, 1 mois en Afrique du Sud, 1 mois en Namibie. Et il nous reste la suite du voyage à écouter, une aventure pleine de rebondissements. Elodie va nous parler ici de bénévolat en famille, de mode de transport un petit peu insolite en Afrique. Allez, j'en dis pas plus, place à l'épisode avec Elodie. Je vous souhaite une belle écoute. Alors après la Namibie, quelle a été votre aventure suivante ? Alors la Namibie, on savait qu'on rendait la voiture à la frontière du Botswana, donc on a fait toute la bande de Caprivi et tout ça, encore plein d'animaux et des hippos et des rencontres incroyables, la rencontre avec le peuple San, enfin vraiment la Namibie a été très très forte en rencontres et en émotions. Et une fois qu'on a rendu la voiture, à partir de là le voyage c'est un petit peu, on était à mi-décembre à peu près, le voyage c'est un petit peu fait au jour le jour parce qu'on avait plus rien de prévu. On savait qu'on voulait rejoindre la Tanzanie, mais que pour ça, il fallait traverser la Zambie. Et quand on a rendu la voiture, on a pris une chambre d'hôtel dans une auberge de jeunesse, ne sachant pas de quoi demain était fait. Donc, c'est une autre partie du voyage qui est assez... qui est complètement différente des deux mois qu'on vient de vivre parce qu'on est au jour le jour. Donc, on a fait les chutes Victoria, entre la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. Et puis après, on s'est dit, bon, il faut qu'on traverse la Zambie. Notre idée, c'est qu'on voulait prendre le train. On voulait prendre le train, le Tanzar, qui traverse en fait la Zambie et la Tanzanie. Mais pour ça, impossible de trouver une information sur place de où est-ce qu'on réserve notre billet de train, à quelle heure il est le train et quel jour on peut prendre le train. Donc ça a été 2-3 jours à l'auberge de jeunesse un petit peu en limbo parce que on était là, on était bloqués là et on n'arrivait pas à savoir comment on allait traverser le pays. Au final, on nous dit qu'il faut qu'on atteigne Lusaka en Zambie. Donc on voulait arrêter de louer des voitures et on voulait vivre de manière un petit peu plus locale. Donc on décide de traverser la Zambie jusqu'à Lusaka par un bus local. Alors là, c'était une expérience incroyable. Avec le recul, le bus était pas si mal finalement, parce qu'on a vécu pire après. Le bus était pas si mal. Genre bus de voyageurs, tu sais, les gros bus, 50 places. Il y avait du confort. On nous avait conseillé de pas prendre le prix trop bas parce que il y avait quand même 8 heures de route dans mon souvenir. Donc on a pris un bus, un bus sympa. On se retrouve dans un bus en 8 heures de route, les seuls blancs dans le bus, à rien comprendre de ce qui se passe autour de nous parce que personne ne parle anglais, parce que on parle pas la langue locale, et à se laisser porter comme ça dans le bus. Le voyage en bus en lui-même a été, c'est bien passé parce que on avait prévu des snacks à manger, les iPads, on avait téléchargé des films, donc voilà, les enfants avaient un film, on avait des films, donc les 8 heures de bus en soi, ça a été. Bon, alors l'arrivée à Lusaka,
C'était au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer. On est arrivé dans une ville pas touristique, donc où on était les seuls blancs à des kilomètres à la ronde. On va descendre du bus où tout le monde nous regarde du genre qu'est-ce qu'ils font là, et que d'un seul coup tous les taxis qui se prétendent taxis veulent qu'on vienne vers eux pour nous emmener à notre prochaine destination. Tout le monde nous saute dessus. La ville est surpeuplée de gens, mais c'est vraiment tout ce que tu peux t'imaginer d'une ville bondée en plein milieu de l'Afrique. On était en plein dedans. On est arrivé avec nos sacs. Tout le monde essayait de prendre nos sacs. Alors c'était pas méchant. C'était pas pour nous voler nos sacs, c'était qu'à partir du moment où ils avaient attrapé notre sac, ils allaient pouvoir mettre nos sacs dans leur coffre de voiture, et ils avaient peut-être la chance que du coup on monte dans leur voiture pour les utiliser en taxi. Donc ça a été un peu wow. Après un mois en Namibie où tu as des kilomètres de rien, finalement les peuples Imba, tu te rends compte que ils sont pas après toi comme le sont les gens dans ces villages-là. Donc ça s'est fait. On a traversé Lusaka. On est arrivé jusqu'à Lusaka. On a passé quelques jours à Lusaka, pareil, dans un logement qu'on avait dû trouver sur Airbnb, dans mon souvenir. Et puis, on cherchait toujours à prendre ce train. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de date et d'heure pour le train. Et en plus, on est arrivé à la période de Noël. On se rapprochait de Noël et c'était on ne sait pas, et tous les jours, il fallait voir si aujourd'hui il y avait un train. Un jour, 2 jours, 3 jours, au bout d'un moment, on se dit, il n'y a pas de train. Et en plus, on parle d'un train qui va traverser la deuxième partie de la Zambie et la Tanzanie, parce qu'on voulait rejoindre Dar es Salaam, et on parlait de 2 jours de train. Donc, et en plus, on n'arrivait pas à prendre le train là maintenant. Donc, c'était un petit peu une frustration pour nous, mais on se dit, il faut qu'on avance, parce qu'on va pas attendre. Et en plus, il y avait Noël qui arrivait. On avait commencé à contacter des associations parce que c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis le début du voyage et qu'on n'avait pas encore réussi à faire, c'était de faire du volontariat en association. On s'était fait refuser tous les volontariats en Afrique du Sud parce qu'on voyage en famille et que les associations n'avaient pas légalement, ne pouvaient pas nous accueillir en famille avec des enfants mineurs. La Namibie, on n'avait pas cherché, mais là en Tanzanie, on avait un contact qui était en train de se profiler pour peut-être aller faire 1 semaine ou 2 de volontariat en famille dans un village, qui était prêt à nous accueillir pour Noël et à nous inclure dans leur célébration de Noël. Et là, on se dit, on va pas quand même passer Noël dans un Airbnb au milieu de Lusaka, au milieu de la Zambie, à attendre un train qui, ça se trouve, ne va jamais arriver, quoi. Et puis, du coup, on a pris un avion. On l'a joué très sécurité pour sauver notre Noël. Donc on a pris un avion finalement au bout de 3-4 jours de Lusaka jusqu'à Dar es Salaam. Et à Dar es Salaam, on savait qu'on avait encore à peu près 10 heures de route pour rejoindre le village où l'association dont le directeur était français et avec qui je discutais depuis quelques jours était prêt à nous accueillir. Donc après à Dar es Salaam, pareil, on est arrivé complètement à l'arrache, prendre un hôtel et puis essayer de trouver un transport pour faire ces 10 heures de route, essayer encore de prendre un train qui en fait on n'a jamais réussi à réserver. Période de Noël, tout était c'était impraticable. Donc on se retrouve à trouver, à un moment donné, je me souviens d'être à l'hôtel le soir et dire à Guillaume, j'ai un avion pour demain matin là qui me paraissait pas cher. J'ai un avion qui fait 1 heure d'avion pour rejoindre à la ville à côté du village. Et donc, je réserve ça en direct. Et là, on arrive le matin à l'aéroport et on arrive à l'aéroport où on était arrivé là 2 jours avant depuis la Zambie. Et là, on arrive au comptoir, à un aéroport de ce qu'il y a de plus normal. Là, ils nous disent non, c'est pas là votre avion. C'est dans l'autre aéroport qui est juste à 1 kilomètre au bout, mais c'est dans l'autre aéroport. Ok, un autre aéroport. On prend un taxi, on arrive à trouver un taxi sur place, sur le parking de l'aéroport pour faire le kilomètre avec nos sacs et pour nous emmener là-bas. À chaque fois, c'est une aventure, parce que même prendre un taxi, il faut négocier le prix, mais bon. Et on arrive dans ce deuxième aéroport et là, on arrive devant un hangar
Et là, on se regarde avec Guillaume, on dit qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a réservé? On arrive devant quelque chose qui pourrait peut-être potentiellement ressembler à un aéroport, mais qui n'a rien du tout d'un aéroport comme nous, on l'a dans notre esprit. On arrive devant un espèce de grand hangar avec pas beaucoup de monde, avec des employés qui sont pas du tout en tenue d'aéroport, qui sont vraiment en jean t-shirt avec à la rigueur un gilet jaune et c'est tout. Et là on arrive et je me dis c'est pas possible, il y a une erreur, le taxi nous a induit en erreur et j'arrive et je dis on prend l'avion, on a notre réservation, je lui montre notre réservation. Oui madame, c'est là, il s'est allé au comptoir là-bas pour vous enregistrer. On se regarde, on avance, tu y vas et tu sais pas pourquoi tu y vas. Tous tes repères, tu sais, s'écroulent et tombent et on arrive au comptoir d'enregistrement. L'ordinateur marchait pas, elle nous fait des tampons à la main, tout était manuel, elle avait elle devait être une hôtesse, tu vois, elle avait pas d'uniforme, elle avait pas de et là d'un seul coup on a dit oui c'est bon, votre avion il va être à l'heure et tout, il est là derrière, ok. Et là elle sort de son comptoir puis elle nous prend nos sacs. Je dis qu'est-ce que vous faites? J'emmène vos sacs dans l'avion. Et puis elle était un peu gênée, tu sais, que on lui demande ce qu'elle fait. Mais pourquoi elle emmène le sac dans... Il n'y a pas de tapis roulant là qui emmène le sac dans l'avion. Il y a une petite étiquette, non, madame, c'est ça, avec le code petite étiquette avec mon nom et quelque chose. On n'avait que deux sacs. On a voyagé léger en Afrique. On a voyagé seulement avec deux gros sacs de rando pour nous 4. Donc elle part avec nos 2 sacs. On avait nos sacs à dos avec toutes les affaires de valeur, l'appareil photo, l'ordinateur, enfin tu vois tout ça qu'on gardait avec nous. Et on la voit partir avec nos sacs. Elle avait nos 2 sacs de rando, comme ça. C'est surréel. Et elle nous dit, voilà, vous allez là dans la salle d'attente. Et on arrive dans une toute petite salle d'attente où, je compte, on est 12, quoi. On est 12 dans la salle d'attente. J'ai mis, Ah, il y avait d'autres gens quand même. Il y avait d'autres gens qui sont arrivés, qui avaient l'air tout aussi perplexes que nous, pour certains. Par couple, que des couples, ou des gens seuls qui avaient l'air d'être très dans leur élément et qui savaient ce qu'ils faisaient. Et là, je regarde chez Guillaume, mais on est 12. Ils sont où les gens? Ils sont les gens de l'avion. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui ouvre une porte et qui nous dit venez, mesdames et messieurs, votre avion est là. Et là, j'ai 12. On est 12. Et là, on est les 12. Donc vous étiez 4. Ouais. Oui, en plus. Donc, on est 12 à sortir. On suit le monsieur là qu'on comprend qu'on doit suivre. Et en fait, on arrive. Et là, d'un seul coup, au détour d'un pylône, Guillaume, il me dit « Oh la vache, t'as booké dans un Cessna. » Donc, un Cessna, c'est un avion 12 places. Un Cessna, c'est un tout petit avion. Et là, je suis pas prête. Je suis pas là, pas comme ça, pas en Afrique, pas prévu, tu vois. Je me souviens je me décompose en me disant les enfants ravis. Alors eux, il y a rien qui pouvait les arrêter. Ouais. Eux, aucun ravis. problème. Et là, on monte dans un avion où il faut baisser la tête pour passer la porte, où tu mets ton sac à dos dans un filet qui est au fond de l'avion. Donc là, la première réflexion de Simon, 7 ans, il n'y a pas de télé. lui qui est habitué à prendre les avions, tu sais, internationaux avec chacun sa télé. Maman, il n'y a pas de télé. Je dis non, il n'y a pas de télé, mais il n'y a pas de WC non plus, t'as vu? Il n'y a pas de WC, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'hôtesse, il n'y a pas de service. On était 12 et là, Adam, il me dit « Oh, c'est trop bien, on est assis juste derrière le pilote. » Et effectivement, t'as le pilote et le copilote et t'as les 12 places derrière. Et on était assis juste derrière le pilote et le copilote. Et là, je sais pas, j'ai un moment de flotte. Guillaume a un sourire du genre une aventure de plus en Afrique, tu vois. Et les enfants sont au taquet. Et moi, j'ai un moment de flottement où je me dis peut-être notre vie va s'arrêter là. je suis pas hyper. Vraiment, tu penses je suis pas hyper. Pourtant, on a l'habitude de voyager. On prend beaucoup l'avion depuis. Ça fait 12 ans qu'on est expat en Australie, donc les allers-retours Australie-France, les voyages. Mais là, le côté petit avion, tu vois, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc. Je suis pas en panique. Je fais pas une crise de panique. J'ai pas une crise d'anxiété qui monte. J'ai juste un moment de flottement à me dire qu'est-ce qu'on fait là, quoi.
Et si on veut partir, c'est maintenant. Mais tu vois, mon mari et mes enfants n'ont pas l'air de vouloir partir. Les gens ont l'air confiants d'être là. Tu pars pas. Enfin, et le seul truc qui me rassure, c'est qu'il fait beau. C'est qu'il fait beau et que le ciel est dégagé. Et j'ai dit à Guillaume, j'espère que le ciel est aussi dégagé. Je savais qu'on avait 1 heure de vol. J'espère que le ciel il est aussi dégagé pendant 1 heure. Au final, ça a été une expérience incroyable. On a eu un vol qui s'est hyper bien passé. Décollage, vol, atterrissage, enfin super. Au final, on a eu une expérience qu'on aurait pu payer une fortune si on avait décidé de le faire. Tu sais, comme il existe des survols de certains endroits où là, au final, on avait, je sais plus combien on avait payé, mais c'était pas exorbitant. On avait dû payer 200, $300 pour nous 4 pour rejoindre notre destination suivante. Et au final, on est arrivé dans un Cessna, quoi. Et on est arrivé à l'aéroport et où tu arrives à l'aéroport, dans un aéroport tout aussi petit que celui du départ. On est arrivé au pied du Kilimandjaro, on a survolé le Kilimandjaro, et on est arrivé au pied du Kilimandjaro, et t'es les 12 à sortir de l'avion, et puis bah limite c'est toi qui vas sortir ton sac des soutes. Enfin, tu vois les mecs qui sortent les sacs des soutes, qui mettent ça dans un gros caddie, et puis qui te suivent, et puis à 50 mètres t'as une grande table et ils posent les sacs et on est les 12 à prendre nos sacs et à partir, quoi. Et au final, et là tu dis bienvenue en Tanzanie. Ça c'est la suite de l'aventure, quoi. Et on le savait pas encore, mais du coup on était déjà notre 3e mois, quasiment 3 mois de voyage. Et on avait dans l'idée de passer ces 2 semaines de volontariat en Tanzanie au pied du Kilimandjaro. On devait après aller passer 3 semaines à Zanzibar, retrouver mes parents qui arrivaient de France pour 3 semaines de vacances avec nous. Et l'idée, c'était qu'on parte après au Mozambique, ou qu'à un moment donné, on se pose la question de rentrer en Australie. Donc, vu qu'on n'avait toujours pas de billet de retour, on était au jour le jour. Sauf qu'on ne savait pas, c'est qu'en arrivant dans ce village-là, bah, finalement, on n'en repartirait pas, et que finalement, on y a passé 3 mois, et que ça a été, je pense, l'expérience de notre vie au jour d'aujourd'hui. Ouais, incroyable. Mais alors, juste avant que tu nous racontes quand même cette expérience complètement dingue, et d'ailleurs c'est cette expérience qui m'a fait dire il faut qu'on réinvite Elodie sur le podcast. Donc j'ai très hâte que tu nous racontes ça. Il y a pas quand même un moment où vous avez pris un train? Si, on a pris un train quand il a fallu rejoindre Dar es Salaam pour retrouver mes parents. Donc au bout de 2 semaines de volontariat dans ce village-là que je vais raconter, on savait que 2 semaines après on retrouvait mes parents, donc à Dar es Salaam, et enfin pour après aller à Zanzibar ensemble. Et du coup on s'est accroché à cette idée de on va le faire, ce train. Et donc on a fait ce train 2 semaines après, et donc c'est un train qui est censé mettre 10 heures. Je me souviens plus des détails, mais dans mon souvenir, on a mis 18 heures ou 19 heures de train, et on s'est retrouvés. Mais c'était une expérience incroyable, parce que finalement, on a voulu l'expérience train en Afrique, et on l'a fait, à voyager, être les seuls blancs, à voyager qu'avec des locaux, à payer 3 fois rien par rapport à nos repères à nous, 3 fois rien notre billet de train. On pensait avoir une cabine familiale et être tous les 4 avec des couchettes et dormir, et puis en fait une fois arrivé, on comprend que non, c'est les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Donc en fait Guillaume et les enfants et les garçons se retrouvent dans une couchette, et moi je me retrouve dans une autre couchette toute seule, avec 2, 4, 6 ou 8 couchettes, donc avec d'autres femmes et d'autres enfants. Et voilà. Et le train, qui apparemment, en général, arrive à l'heure. Ce jour-là, on a eu plein de problèmes techniques. Et puis, il n'y a aucune information, personne qui parle anglais. La chance qu'on avait, c'est que dans nos couchettes, on avait des gens qui faisaient la navette, et puis des gens qui avaient été éduqués et qui avaient été à l'école et qui parlaient anglais. Donc, on pouvait un petit peu communiquer et comprendre ce qui se passait. Et au final, on arrivait avec 8 heures, 9 heures de retard, je sais plus, avec zéro communication. Tu sais pas. Tu sais que t'es en retard, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas arriver, avec les odeurs de
du wagon nourriture au milieu avec ces odeurs. Oui, c'était un train de nuit, c'est ça. On est parti l'après-midi, on devait arriver le lendemain matin. Mais en fait, pas du tout. On est arrivé le lendemain après-midi, le lendemain soir. Donc on l'a eu notre expérience. Ouais, vous l'avez eu. Ça me fait penser, moi je voulais absolument quand on est allé en Inde prendre un train en Inde et c'était aussi une aventure et voilà. Je trouve que ton expérience là, elle me fait penser à notre aventure un peu en Inde et puis en Chine aussi. On avait beaucoup pris le train. On n'avait pas d'enfants à l'époque, mais c'est toujours une aventure et en effet les odeurs. Puis tu comprends rien quand tu t'arrêtes. Puis il fait chaud, puis il y a pas de clim. Tu comprends rien, puis il fait chaud, puis il y a plein de monde, et puis les gens viennent te voir parce que t'es le seul blanc. Et les enfants viennent et s'assoient sur tes genoux et te touchent les cheveux et voilà. Mais c'est pareil, on a des souvenirs incroyables. Les garçons assis par terre dans la couchette en train de jouer aux cartes ou à des jeux avec d'autres enfants. Nous avoir des discussions où t'essayes de te comprendre avec les gens autour de nous et ce qui est incroyable dans ce voyage en Afrique, c'est que ne l'ayant pas prévu de A à Z, comme certains, parce que des fois, t'as pas le choix quand tu pars en voyage et que t'as 3 semaines. Tes 3 semaines, elles sont calées. Vu que là, on est parti sans idée de notre itinéraire, j'ai l'impression que on s'est tout pris un petit peu comme ça, en mode surprise, et qu'au final, ça passe. Au final, ça passe. Alors, c'est certainement notre mode voyageur qui fait que ça aide, mais au final, ça passe. Et au final, ça fait que des bons souvenirs. Même si on rigolait pas trop après 8 heures de retard de train, on en avait un peu marre, mais... Non, mais bien sûr, mais à toutes les expériences, en fait, c'est vrai que, enfin, pas à toutes les expériences, mais ça arrive quand même assez régulièrement quand tu sors tellement de ta zone de confort, tu te confrontes à un choc culturel aussi grand, t'apprécies pas tout sur le moment, quoi. Il y a des choses quand même, ça saoule, t'en as marre de pas comprendre aussi ce qui se passe. Moi, souvent, c'est ça qui me fatigue à un plus haut point, c'est que je comprends pas. Ça m'énerve de pas comprendre, mais bon, après, en effet, c'est des expériences de vie qui sont incroyables et quand tu t'en rappelles après ou juste une fois que c'est terminé, tu sais que c'est ça vraiment le cœur du voyage et c'est ça qui te fait les plus beaux souvenirs, quoi. Donc, de toute façon, c'est des expériences incroyables. C'est ce pouvoir de se détacher à un moment, de donner du moment présent et de pas vouloir tout contrôler, de pas vouloir tout comprendre. Ça fait partie du voyage, quoi. Il faut juste se laisser porter, faire confiance. La chance qu'on a eue avec l'Afrique, c'est que dans toutes ces aventures que je raconte, on n'a jamais eu de problème de sécurité. On n'a jamais été confronté à un problème d'insécurité, on s'est jamais senti agressé ou jamais. On n'a jamais eu peur. Non, on n'a jamais eu peur. On a fait 6 mois en Afrique et on n'a jamais eu peur. Donc ça aide beaucoup aussi au côté relativisé. Et on a eu des moments où on n'a pas compris. Il y a des moments où on s'est peut-être monté la tête tout seul sur il me veut quoi lui ou tu vois. Surtout en Afrique où tu as ce moment un peu de foule des fois où voilà. C'est dur de raconter 6 mois en 2 heures, mais on des moments où tu te retrouves sur le marché, où tu essayes de vouloir acheter des choses et tu as l'impression qu'ils t'arnaquent avec le prix. Et puis au final, je disais à Guillaume ou moi, on se disait, mais au final, on s'en fiche. Allez, t'as payé 2 euros au lieu d'1 euro, et puis c'est pas grave. Je veux dire, il t'a arnaqué, tant pis. Enfin, t'as la tête de l'emploi de toute façon pour être arnaqué ici, et c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Mais on s'est jamais senti oui, et puis après quand tu remets aussi par rapport à ton niveau de vie que tu as dans un pays occidental, voilà, tu te détends un peu, quoi. Donc c'est sûr. Faut remettre les choses à une échelle, à leur échelle, quoi. Ouais, exactement. Donc venons-en quand même à cette expérience assez folle où vous partez pour 2 semaines de volontariat dans une asso en Tanzanie, et puis finalement ça dure 3 mois. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois qu'on a trouvé dans le village, on a découvert le pourquoi on était venu, le pourquoi on voyage et le pourquoi on était venu en Afrique et ce qu'on était vraiment venu chercher. Une fois qu'on est sorti du côté folklorique et touristique des safaris ou des rencontres avec les tribus, on s'est retrouvés complètement par hasard, parce que ce contact avec cette association, je l'ai eu par hasard quelques jours avant en Zambie.
Et l'association était fermée, donc l'association s'occupe d'une école maternelle. L'association est tenue par un Français qui est en Tanzanie depuis 10 ans, qui est aujourd'hui marié avec une Tanzanienne, qui a créé une école maternelle type Montessori en plein cœur d'un village, mais en plein cœur d'un vrai village tanzanien. Il y a rien autour. Et quand je l'ai contacté, je sais pas pourquoi, puis on en a reparlé beaucoup ensemble depuis. Il y a eu un truc, il y a eu un déclic au téléphone qui nous a plu à l'un et à l'autre. Et il me dit, mais c'est les vacances scolaires. Moi, je suis fermée. Je suis pas censée recevoir des volontaires cette semaine-là. Mon école est fermée. Et donc, je lui explique un peu notre profil, qui on est, ce qu'on veut. Et il finit par me dire, tu sais quoi? Venez en famille, je vous héberge à la maison, j'ai une chambre à la maison, je vous héberge à la maison. Mon école est fermée, mais il y a d'autres écoles avec qui j'ai l'habitude de travailler qui sont ouvertes. Il y a l'orphelinat au coin de la rue avec qui j'ai l'habitude d'envoyer des volontaires et tout ça. Donc lui, il travaille beaucoup avec des volontaires, mais type profil française en solo, jeunes étudiantes qui viennent faire 2 semaines, 3 semaines de volontariat, soit à titre personnel, soit à titre dans leurs études. Voilà, il a quand même cette habitude de gestion de volontaires, mais il a pas de famille. Et donc il nous dit venez pour la période de Noël, vous êtes les bienvenus, on fera Noël ensemble, venez, on verra. Donc on y va. Et on passe 2 semaines à avoir l'impression d'être chez un copain qu'on connaît depuis 15 ans. Il y a une relation qui se crée avec lui hyper facile, avec sa femme. Donc sa femme est tanzanienne, mais du coup mariée avec un Français qui parle très très bien anglais. Elle parle du coup très bien anglais. Elle comprend pas mal de trucs du français. Elle est du village, elle est née là. Donc il y a son père et ses frères et sœurs qui habitent là dans le village. Ils ont un mode de vie qui est un peu plus élevé que la moyenne du village, même s'ils vivent avec pas beaucoup et avec un confort qui nous paraît rudimentaire par rapport à nos critères, surtout australiens, surtout ce qu'on connaît de l'Australie. Mais il nous accueille et puis il nous emmène en volontariat la première semaine dans une école locale. Donc on y va tous les matins et on fait du volontariat juste à aider les maîtresses avec les cours, à aider les enfants à la récré ou à la distribution du repas, des choses comme ça. Et donc tous les matins, l'après-midi, ils s'occupent de nous, à nous faire un petit peu visiter les alentours. Et puis la deuxième semaine, vu que c'est la semaine après Noël, tout le monde est en vacances. Donc là, on passe plusieurs heures par jour à l'orphelinat et à se créer un lien vraiment sentimental avec pas mal des enfants de l'orphelinat. Et juste être là pour jouer et pour passer du temps avec eux. Et les 2 semaines passent très très vite. On fait Noël avec lui, avec sa famille à elle et sa famille dite d'adoption à lui quand il est arrivé il y a une dizaine d'années. Et au bout de 2 semaines, on doit repartir parce qu'on doit du coup retrouver mes parents qui arrivent en vacances à Zanzibar. Donc on part pour 3 semaines à Zanzibar. Et là, on ne veut pas partir. Mis à part le fait qu'on est très content de revoir mes parents et qu'on est très content de partir à Zanzibar et de profiter des grands-parents pour les vacances, on n'a pas envie de partir du village. Et on est censé se dire adieu, on est censé se dire au revoir et dire au revoir à tous ces enfants. Et de continuer après notre route, après Zanzibar, sur le Mozambique ou ailleurs. Et on n'a pas envie. Et on le sent, et Guillaume et moi, qu'il y a un truc à faire dans ce village. Et du coup, on commence à en parler avec le directeur de l'association. On commence à en parler avec lui et lui nous dit mais enfin vous êtes les bienvenus pour revenir dans 2 semaines, dans 3 semaines après Zanzibar, sauf que moi je peux pas vous héberger parce que du coup l'école réouvre et du coup j'ai des volontaires qui arrivent de France, donc mais les 2 chambres que j'ai de dispo sont pleines, je peux pas vous héberger, mais on peut trouver une solution. On lui dit écoute, on part à Zanzibar, si tu peux nous trouver une solution d'hébergement parce que être hébergé c'est bien, mais bon si on revient plus longtemps, si on peut avoir notre propre maison, voilà, et à être pour vivre tous les 4, c'est mieux. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas ce qui est possible. Il rigole, il me dit il y a pas d'agence immobilière au village, donc il va falloir que j'aille voir et que j'aille voir dans le village, mais
ok, on essaye de faire, on voit, je te tiens au courant. Et puis finalement, pendant nos vacances à Zanzibar, il nous rappelle en disant, écoutez, si vous voulez toujours venir, il avait un peu peur que ce soit juste des paroles en l'air et qu'on reviendrait pas. Ouais. Si vous voulez revenir, on a trouvé un truc. Ma femme connaît quelqu'un, un voisin, qui a une maison qui pourrait correspondre à vos attentes. Donc c'est pas une maison hyper confort, mais c'est une des maisons les plus confortables du village. Il y a un portail qui ferme, il y a une porte qui ferme, il y a des fenêtres. Enfin tu vois, on en est à ces critères là quoi. Il y a 2 chambres, il y a une salle de bain, il y a de l'eau courante, même si des fois il y a des coupures d'eau. Il y a l'électricité, même si des fois il y a des coupures d'électricité. Mais voilà, il y a ce qu'il vous faut. Et en fait, le voisin est prêt c'est sa maison à lui avec sa compagne, il est prêt à vider la maison, à vous la préparer pour 1 mois, pour 2 mois, pour ce que vous voulez, parce que lui, il voit l'opportunité de toucher un loyer. J'ai dit, ok, pas de problème, j'ai le loyer, c'est combien? Et là, il me sort un loyer à je crois que c'était $200, donc on doit être à 150 € par mois. Il me dit, bon, il a un peu de besoin financier en ce moment, donc il espère que c'est pas trop haut. Ça va aller. 150 € pour le mois, ça va aller. Et donc on lui dit, ok, on revient. Donc après les 3 semaines de vacances à Zanzibar, vraiment en mode vacances farniente et découverte touristique avec papy et mamie, et nous voilà repartis directement au village avec l'intention d'y rester pour les 2 prochains mois, parce que du coup ça nous pousse jusqu'à la fin de notre visa tanzanien. Donc d'y rester pour les deux prochains mois. Et en fait, j'ai l'impression d'y avoir vécu 1 an au village quand on y repense, parce que du coup, on a fait ces 2 semaines et demie plus ces 2 mois. Et on a vécu au cœur du village. Ils nous avaient proposé des maisons sur la colline où tous les expats vivent. Et on a dit non, on ne voulait pas vivre sur la colline des expats, on voulait vivre au village. Donc on se retrouve au village, la seule famille blanche au village, avec 2 enfants, 2 garçons qui à l'époque avaient les cheveux longs jusqu'aux épaules, donc 2 blondinés aux cheveux longs, là où tous les enfants, filles compris, ont les cheveux rasés. Et on se retrouve à habiter une maison où en l'espace de quelques heures, quelques jours, tout le monde sait qu'on est là. Quand je dis tout le monde, c'est les enfants principalement. Le matin, on a une quinzaine d'enfants qui viennent frapper à la porte pour venir chercher Adam et Simon, pour venir jouer au ballon dans la rue. Et puis voilà comment commence notre vie un petit peu dans le village. Et c'est marrant parce que on s'est jamais senti, on s'est toujours senti comme à la maison. À partir du moment où on est arrivé dans cette maison, et le couple qui nous louait la maison avait fait un travail incroyable de tout nettoyer, de tout ranger pour nous laisser les meubles dont on avait besoin, pour nous laisser une maison complètement habitable. 2 grands lits, un fauteuil, une table basse. Enfin, on avait le strict minimum pour vivre. La vaisselle, strict minimum pour vivre. Tout ce qui nous manquait, le copain de l'association du coup nous avait aidé il nous avait prêté des choses, de la vaisselle et tout, pour pas qu'on ait à acheter trop de choses. Ouais. Et en fait, on s'est tout de suite senti à la maison. Et on est tout de suite arrivé avec un projet de dire, ok, on veut aller à l'école tous les matins, on veut faire du volontariat tous les matins, on veut mettre un truc en place à l'orphelinat. J'avais commencé à donner des cours de français pendant les vacances de Noël, donc j'ai voulu vraiment mettre quelque chose en place. Et en fait, les jours ont passé très, très... Nos enfants ont demandé s'ils pouvaient faire l'expérience école, eux qui n'avaient pas été à l'école depuis plus de 2 ans. Donc on les a inscrits dans une école. On nous avait déconseillé l'école publique du village parce que l'école publique, le châtiment corporel est encore autorisé en Tanzanie. Donc on nous avait dit, tu veux pas mettre tes enfants en école publique, 80 élèves par classe. Donc les écoles publiques, c'est des écoles avec lesquelles on a travaillé dans nos projets de volontariat, beaucoup, mais on n'y a pas mis nos enfants. Mais on a mis nos enfants dans une école privée, pas la top du top où il y avait que des expats. On a mis vraiment dans le milieu, tu vois, on a trouvé une école privée dans le milieu. Et en fait, les enfants, au bout de 3 semaines, ils ont dit on veut plus y aller parce que en fait, châtiment corporel n'est pas autorisé dans l'école, mais les profs viennent des écoles publiques et tout est récent. Et donc, il t'efface pas 20 ans de mentalité comme ça. Donc
ils ont jamais tapé nos enfants, mais nos enfants ont été témoins de punitions pour une mauvaise réponse à quatre pattes au pied du tableau devant la classe pendant une demi-heure, ou au coin, la tête contre le mur avec la poubelle retournée sur la tête pour une mauvaise réponse, ou des choses comme ça. Donc au bout de 3 semaines, ils ont mis 3 semaines à verbaliser quand même ce qui les dérange à l'école, et on a dit ok, c'est pas grave, vous avez le droit de sortir de l'école si vous voulez. L'expérience école a été, on en rigole aujourd'hui, mais a été très dur pour eux, parce que c'était tellement à l'opposé de ce qui, de nos éducations australiennes ou occidentales, tu vois. Mais à côté de ça, on a passé 2 mois d'immersion à travailler main dans la main avec l'association, à mettre des projets en place, à aider l'association à se développer, parce qu'on a pu lui apporter toute notre expertise professionnelle, d'entrepreneur, de marketing de ces dernières années. Donc on a pu avancer sur des projets avec lui. Il est dans un projet de construction d'école pour lever des fonds et construire une école. On a fait du volontariat tous les matins. On a fait des heures à l'orphelinat, on a fait des rencontres incroyables, et aujourd'hui encore, tu vois, on est rentré depuis le mois de mars, et aujourd'hui encore, quand je regarde les photos et les vidéos, on pleure. On pleure parce que c'était humainement, ça a été une expérience folle, et on a souvent l'impression que nous, en tant qu'occidentaux, on arrive en Afrique et qu'on a beaucoup à leur apprendre et qu'on a beaucoup à leur donner. Et oui, effectivement, on leur a donné des choses parce que on est arrivé avec nos moyens financiers, on est arrivé avec nos capacités financières, on peut lever des fonds, on peut payer des soins médicaux, on peut payer des fournitures scolaires, mais au final, c'est eux qui nous ont appris le plus. Ils nous ont appris par la modestie, par le minimalisme, par le bonheur simple, par c'est cette vie avec 3 fois rien au cœur du village. On parle d'un village avec des maisons avec 4 murs et un toit. Certaines maisons n'ont pas de fenêtres, n'ont pas de porte. On parle de gens qui se lèvent le matin et qui vont travailler, et leur seul objectif de la journée, c'est d'aller ramasser 3, 4 euros, 5 euros pour la journée, pour payer le repas pour la famille, pour la journée d'après. Et le lendemain matin, on se lève et on va travailler pour ramener 5 euros ou 1 euro même pour payer le repas pour la journée d'après. Et c'est des gens qui, malgré les difficultés qu'ils ont, aussi nombreuses qu'elles peuvent être et qu'on peut les imaginer, parce que c'est des difficultés financières, des difficultés d'éducation, de santé. C'est des gens qui ont le sourire, c'est des gens qui nous accueillent chez eux pour nous inviter à boire le thé. Et t'arrives dans des maisons où il y a rien. Ils vivent dans une pièce à 5, et t'es là, et c'est eux qui t'invitent. C'est eux qui t'invitent et qui insistent pour t'offrir le thé. Et on aurait pu vivre en Tanzanie. Je pense qu'on était à 2 doigts de renouveler notre visa. Il y a eu un truc dont on va parler après, mais il y a eu un événement dans notre famille qui a fait qu'on a pris la décision qu'on pouvait pas rester plus longtemps. Mais je pense qu'on était à 2 doigts de renouveler notre visa pour faire 3 mois de plus et pour continuer cette expérience, parce que la Tanzanie, elle nous aura marqué à jamais. Et puis au final, on a vécu des choses et on a mis en place des choses là-bas qui répondent tellement à nos valeurs, malgré la vie confortable qu'on a à l'autre bout du monde, et que on continue de travailler main dans la main avec la Tanzanie aujourd'hui, quasiment au quotidien. Et donc la Tanzanie nous aura changé, nous aura apporté énormément, et n'est pas prêt de sortir de notre vie de famille. Ouais. Et comment les enfants, donc ils ont été 3 semaines à l'école, mais sinon comment ils ont trouvé leur place dans ce projet de volontariat que vous viviez? On comprend que vous avez fait pas mal de choses pour l'école, pour l'orphelinat, etc. Donc vous étiez occupés, actifs, avec des activités d'adultes. Comment les enfants, ils ont trouvé leur place dans cette expérience? Il y a eu plusieurs phases dans l'expérience Tanzanie pour les enfants. Au début, ils ont suivi les yeux fermés. Comme je disais, ils ont eu cette facilité de rencontre avec un ballon, et c'est parti, on joue, on arrive à l'école, on arrive à l'orphelinat, on est copains avec tout le monde, on fait de la corde à sauter, on fait du foot. Ils ont une relation hyper facile. Ils étaient contents parce qu'ils avaient l'impression d'avoir des copains au quotidien. On voyage parfois
beaucoup plus que en tout cas pour la Tanzanie, beaucoup plus qu'en Afrique du Sud ou en Namibie, où on n'a pas rencontré des gens, tu vois, tous les jours. Là, d'un seul coup, de vivre dans un village, d'avoir une vraie routine, parce que des vrais repères et une vraie répétition du quotidien. Ils voyaient les mêmes. Ouais, il y a un quotidien qui s'installe. Ils ont beaucoup aimé. Ils ont beaucoup aimé au début d'avoir des copains, d'avoir des têtes qu'ils connaissaient, d'avoir des petites routines du genre. Oui, mais lui, il m'a dit qu'il sortait de l'école à telle heure et qu'il serait là au terrain vague à 3 heures pour jouer au foot. Je veux y aller. Ok, on va au terrain vague à 3 heures pour jouer au foot. Donc ils ont beaucoup apprécié ça. Au bout d'un moment, il y a eu quand même un moment où ils ont pris un peu de recul et eux-mêmes ont commencé à être un petit peu submergés par l'intensité des relations et par la sollicitation, parce que c'est tout. Enfin, on parle de 2 enfants, 2 blondinés, peau blanche, cheveux longs, 2 garçons qui, dès qu'ils sortent de la maison, se font sauter dessus par 15 ou 20 gamins. Tout le monde les connaît dans le village, tout le monde les appelle par leur prénom, des enfants qu'ils n'ont jamais vus, mais parce que l'information, elle a eu le temps de passer. Tu vois, Adam Simon. Au début, ça les fait rire. Au bout d'un moment, c'est putain, mais comment ils nous connaissent? Mais pourquoi? Mais je le connais pas, lui. Donc, ils ont eu un peu un moment donné de wow. Tu vois, cette sollicitation. C'était un peu trop. Ouais. Beaucoup trop. Le fait qu'on leur demande 15 fois par jour s'ils sont des filles parce qu'ils ont les cheveux longs. Et pourquoi ils ont les cheveux longs? Adam, un jour, à un moment donné, il dit à une fille, je te demande à toi pourquoi t'as les cheveux rasés? Alors, la gamine, elle rigole. Bon, Adam, il rigole. Puis hop, il passe à autre chose, tu vois. Et donc, il y a cette balance quotidienne où c'est des enfants. Ils ont l'innocence d'enfants. Mais il y a au bout d'un l'expérience école les a drainés en énergie. Ils ont voulu donner tous les jours. Ils ont essayé d'y retourner et finalement c'était trop pour eux. Et ils ont peut-être qu'on n'a pas peut-être au final ils sont pas traumatisés aujourd'hui, mais peut-être qu'on aurait pu réagir avant, tu vois, si on avait compris avant ce qui se passe à l'école. Mais bon, ils ont mis un petit peu de temps avec à le formaliser, à le formuler. Donc voilà, il y a eu plusieurs phases. Après, ils sont hyper conscients de l'expérience qu'on a eue là-bas, de ce qu'on a fait pour les gens du village à toute petite échelle, hein, parce que peut-être 10 personnes, 15 personnes, on n'a pas aidé un pays non plus, tu vois, mais ils savent voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a organisé. On a organisé des tournois de foot, des compétitions. On a le meilleur ami de Guillaume qui est venu nous rendre visite depuis la France et qui est arrivé submergé, enfin des valises remplies de donations depuis la France. Donc on a pu distribuer énormément de vêtements, de produits sportifs, de choses comme ça. Tout ça, ils en sont conscients. On a mis en place une cagnotte par Instagram où on a eu pas mal d'argent sur la cagnotte et du coup, ils savaient que maman allait emmener des enfants à l'hôpital pour payer des soins médicaux. Donc, ils étaient très conscients de tout ça. Mais au bout d'un moment, quand on leur a annoncé que on pouvait pas rester et qu'on partait, c'est OK, on rentre à la maison. Donc voilà. Voilà, ils ont vécu l'expérience pleinement et on parle de la Tanzanie quasiment quotidiennement en famille aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vous a marqué tous. Du coup, est-ce que après ça, vous êtes directement rentré le projet, c'était plus le Mozambique, c'était l'Australie? Alors, ça faisait déjà quasiment 6 mois qu'on était en Afrique. Ah ouais. Et avec l'idée au début de peut-être continuer ou l'idée qui commençait à émerger de renouveler notre visa. Et puis, on est tombé malade tous les 4. On a chopé la grippe et une grippe, waouh, carabinée. Donc, on s'est retrouvés malades tous les 4 au mois de février. Dans des conditions sanitaires du coup qui nous allaient jusqu'à présent et puis d'un seul coup qui nous ont paru très limités parce que les soins médicaux, on s'est rendu compte que c'était compliqué, même si nous on avait le privilège de pouvoir payer, donc on n'allait pas à l'hôpital public là où j'emmenais les enfants pour qui on payait les frais médicaux, et voilà, on a des expériences
de mon point de vue à moi, catastrophique dans les hôpitaux publics. Mais nous, on avait le privilège de pouvoir se payer les soins en clinique privée et d'emmener nos enfants, enfin d'aller tous les 4 en clinique privée. Mais il y avait quand même voilà, on est tombé malade pendant 15 jours. Et là, je crois qu'on a eu peut-être la première limite, tu vois, du voyage, de se dire, elle est où la limite? On est tous les 4. On est au fin fond de nulle part, au fin fond d'un village en Tanzanie. On est à 10 heures de Dar es Salaam, enfin, on est à 10 heures d'une grande ville. On est à 2 heures d'une ville, mais où, même s'il y a des hôpitaux plus grands ou des cliniques plus grandes ou des médecins plus renommés, je respecte ce qu'ils font et qui y sont, mais on était loin de nos attentes australiennes ou européennes, tu vois, d'un point de vue médical. Donc, les 15 jours de maladie où on était tous les 4 vraiment au lit et pas bien avec la grippe, nous ont un petit peu fait reconsidérer les choses et commencer à nous dire... Je veux manger, on avait tous besoin de notre confort, on avait tous besoin de manger ce qu'on avait envie de manger. Et voilà, ça a commencé à émerger dans nos têtes. Et puis, les enfants et Guillaume ont commencé à aller mieux et moi, j'allais vraiment pas bien. J'étais vraiment malade et je passais de clinique en clinique et je commençais à perdre un peu patience parce que je sentais que j'étais malade et que les médecins que je rencontrais n'avaient pas de solution. Je finissais par arriver à la clinique et à dire je me suis renseignée avec un médecin en Australie, je voudrais que vous me fassiez ça. Et c'était moi qui me faisais ma commande de test, tu vois, est-ce que vous pouvez me tester ceci, est-ce que vous pouvez me tester cela. On pensait qu'on avait le malaria, on n'avait pas la malaria. Enfin, on a été testé pour tout un tas de choses. Et au final, c'est le meilleur pote de Guillaume qui était là à l'époque, qui était avec nous, qui finit par me dire Hello, t'es enceinte. Je me arrête avec ça. Je suis pas enceinte. Hello, t'es enceinte. Et puis, il commençait à me taquiner avec ça, un jour, 2 jours. Et puis, il a mis ça dans la tête de Guillaume. Et donc, on arrive un jour à la clinique où j'étais vraiment pas bien. Et Guillaume finit par dire, bon, écoutez, si elle a pas de carence, qu'elle a pas la malaria, qu'elle a pas ceci, qu'elle a pas cela, est-ce que vous voulez pas lui faire un test de grossesse? Et là, je me retourne vers Guillaume. J'ai, mais laisse-moi tranquille avec ça. Enfin, je me connais quand même. C'est moi, c'est mon corps. Je suis pas enceinte. Et le médecin il me dit vous voulez faire quand même le test? Oui, c'est peut-être une possibilité. Je dis, faites-moi le test si vous voulez, si ça vous fait plaisir et si ça peut les faire taire, faites-moi le test. Bon, au final, le médecin est revenu 1 heure après avec c'était quand vos dernières règles? Et là je dis non. Je commence à compter, je commence à regarder Guillaume et à compter. J'ai 7 semaines, 8 semaines peut-être. J'avais complètement déconnecté de tout ça. Et là, le médecin me dit félicitations, vous êtes enceinte. Et là, annonce d'une grossesse, surprise, en plein milieu de l'Afrique, en plein milieu de la Tanzanie. C'était waouh. Si on voulait se souvenir du voyage, on avait atteint le sommet là. Mais c'est extraordinaire cette histoire. Toi qui es un petit bébé africain, tu en portes un aussi. À l'heure où on enregistre, ce bébé africain n'est pas encore né. Aujourd'hui, je suis enceinte de 8 mois. Aujourd'hui, on est de retour en Australie et je suis bel et bien enceinte de 8 mois. Bébé prévu pour le mois prochain. Magnifique. Donc, cette grossesse, juste rapidement, vous l'avez accueillie à bras ouverts? Cette grossesse a complètement est arrivée à la clôture de notre voyage africain parce que les soins en Afrique c'était compliqué. Donc le médecin me félicite pour la grossesse mais me dit que le bébé ne survivra jamais parce que je suis trop malade de la grippe. Donc tu vois, il y a un ascenseur émotionnel. Ensuite on a fait des tests de grossesse quelques jours plus tard. Et avec un autre médecin qui m'annonce une grossesse non viable, donc je me dis la question se pose même pas, il y a pas de grossesse, mais il me dit revenez dans 2 semaines quand même. Je commençais à aller mieux avec la grippe, mais 2 semaines après je fais une prise de sang, j'ai un taux d'hormones qui dépasse tous les compteurs et qui du coup il me dit mais en fait je crois que vous êtes quand même bien enceinte et vous devez attendre des jumeaux. Donc on a un ascenseur émotionnel qui est incroyable, tu vois, grossesse pas viable, des jumeaux et puis au final non, il y avait pas de jumeaux, il y en avait juste un, c'est juste que il pensait que j'étais peut-être enceinte de quelques semaines et finalement j'étais déjà enceinte de 2 mois et demi, quasiment 3 mois. Et puis au dernier examen qui me font faire ils me font faire une écho, tu vois, du premier trimestre, un peu tôt à mon goût, mais bon, je me laisse porter. Ils font une échographie et là le médecin m'annonce un problème cardiaque. Et là j'y stop.
c'est fini. Je veux plus. Je veux plus. Déjà que c'était une grossesse surprise à 37 ans, avec 8 ans, 9 ans après mon dernier. On l'avait voulu ce troisième bébé, mais ça faisait longtemps qu'on s'était fait une raison qu'on n'aurait pas eu de troisième bébé. Et donc là, je finis. Et j'avais moi du mal. Guillaume était à fond dans pour accueillir cette grossesse. Moi, j'avais vraiment du mal à accepter quelque chose que j'avais pas décidé, que j'avais pas contrôlé. Donc là, je finis par dire, laissez-moi tranquille avec cette grossesse. De toute façon, on avait pris la décision que le voyage en Afrique se terminait, qu'on arrivait au bout, donc qu'on rentrait en Australie. Donc on dit, on verra cette grossesse plus tard, une fois rentrée en Australie. Donc mi-mars, fin mars, on reprend l'avion et on part, on quitte la Tanzanie avec un gros déchirement au cœur parce que on sent que on le sait au fond de nous qu'on n'a pas fini ce qu'on avait à faire avec la Tanzanie, avec des émotions incroyables parce que du coup on clôture ce voyage en Afrique qui nous a apporté beaucoup plus que ce qu'on s'était imaginé. Et voilà, on rentre, on fait une escale par Dubaï pour aller voir des copains et passer un peu de temps avec des amis pour se ressourcer et se faire coucouner pendant 2 semaines. Et puis on est rentré fin mars en Australie où on a retrouvé notre voiture, notre caravane et notre petite vie australienne. Et puis voilà. Et depuis le mois de mars, notre vie plus traditionnelle qui nous appartient à nous, c'est-à-dire sur les routes de l'Australie en caravane, a repris son cours. Depuis, on a fait tout le suivi médical à Perth, à Melbourne et à Brisbane. Donc, au fur et à mesure des mois sur la route. Et finalement, cette grossesse se passe très, très bien. Il n'y a jamais eu de problème cardiaque et il n'y a jamais eu de jumeaux. Et voilà, et cette grossesse se passe bien. Et puis, et tu vois, du coup, tu as réussi, en rentrant en Australie, à te projeter finalement dans cette grossesse, à l'accepter et tout ça, parce qu'en partant, tu savais pas trop finalement. De toute façon, quand on était à Dubaï, j'ai eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que mon grand-père était décédé en France et de prendre la décision du coup à Dubaï de prendre un avion toute seule, rentrer en France pendant 3 jours pour les obsèques et me retrouver en famille. J'étais enceinte de 3 mois. Je devais être enceinte de 12 semaines, quasiment 13 semaines. Je suis rentrée en France pendant 3 jours. J'ai dit à personne que j'étais enceinte. Je savais, je pouvais pas. De toute façon, les circonstances du décès, des obsèques, de tout ça n'étaient pas les meilleures pour annoncer une grossesse. Et de toute façon, dans ma tête, j'étais pas prête. J'avais cette grossesse qui était mise entre parenthèses. Oui, peut-être que j'étais enceinte. Pourtant, ça commençait à se voir. Le ventre commençait à vraiment grossir. Et voilà, et je l'ai pas annoncé. Donc, il a fallu vraiment rentrer en Australie et avoir les premiers rendez-vous médicaux en Australie pour savoir que tout allait bien. Et finalement, on a annoncé la grossesse à nos familles. Je devais être enceinte de 4 mois et demi. Et souvent, je dis, en fait, c'est que personne le prenne personnellement, comme quoi on n'a pas voulu leur annoncer. C'est juste que personnellement, moi, j'ai mis 4 mois et demi à me projeter et 4 mois et demi à accepter cette grossesse. Et voilà, et on est revenu en France. On est revenu en Australie, avec des projets de voyage, de tout ça. Évidemment, tout est en stand-by aujourd'hui, mais et aujourd'hui, cette grossesse, c'est une évidence. C'est une évidence pour moi, pour notre couple, pour notre famille. Voilà, ce bébé va arriver le mois prochain. Pour les garçons aussi. Eux, on leur avait annoncé les derniers jours en Tanzanie. Et voilà, ce bébé est notre souvenir. Notre surprise de l'année, notre surprise africaine, notre souvenir africain et ce bébé est une évidence pour tout le monde. Et puis on s'est posé tout un tas de questions depuis notre retour, savoir si on allait ou pas arrêter ce voyage. Au final, la réponse est non. C'est que même ce bébé ne nous fait pas arrêter notre mode de vie et ne nous fait pas arrêter le voyage. Le seul changement qu'on a fait ces derniers mois, c'est que notre caravane avec laquelle on voyageait depuis 3 ans était vraiment trop petite. Donc, on a décidé juste de changer de caravane. Et aujourd'hui, depuis 1 mois et demi, on a changé de caravane pour une caravane plus grande et avec plus d'espace. Mais on attend l'arrivée de ce bébé là d'ici 5-6 semaines. Et on a déjà des projets de voyage et des projets d'escapade pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine à 5.
Donc notre vie de voyage continue et on se dit si ce bébé n'arrête pas notre mode de vie nomade, on se demande ce qui va l'arrêter. On se dit qu'un jour on va passer à autre chose, mais pas tout de suite. Oui, mais parce que du coup, c'est plus un voyage, c'est votre vie en fait. C'est comme ça. On pourrait refaire 2 heures de podcast sur le pourquoi on vit cette vie-là. Mais oui, cette vie-là est une évidence pour nous aujourd'hui à plein de niveaux, que ce soit au niveau de notre consommation, que ce soit au niveau de famille, voilà ce qu'on crée en famille, ce qu'on crée en couple, l'éducation à la maison pour les enfants, et puis ce mode de découverte, de liberté qu'on a. Voilà, on pourrait refaire 2 heures derrière, mais oui, c'est carrément devenu un mode de vie dont on l'a beaucoup remis en question ces derniers mois là avec cette grossesse qui avance, et clairement aujourd'hui on continue. Et ce mode de vie 6 mois 6 mois en caravane en Australie, 6 mois à l'étranger, voilà, il nous convient encore pour on sait pas pour combien de temps, mais en tout cas on a des projets jusqu'à au moins l'année prochaine, quoi. Ouais, en tout cas pour le moment c'est la vie qui vous convient. Donc vous apprêtez dans votre nouvelle caravane à accueillir le 5e membre de la famille. Bon, évidemment moi j'aurais encore 1 million de questions sur cette mais arrivée. On avait dit qu'on parlait de l'Afrique pendant ce podcast. Donc voilà, donc on s'en tient à l'Afrique. On se donne rendez-vous dans 1 an, j'ai envie de dire. On a un petit rendez-vous comme ça annuel entre parents voyageurs et Frosty Van Life. Et donc, bon, de toute façon, je remettrai ton contact Instagram évidemment dans les notes de l'épisode. Donc, Frosty Van Life sur Insta. Pour tous ceux qui ne te suivent pas encore, quand même, on avait déjà fait 2 épisodes, c'est le 3e. Et puis surtout, pour ceux qui veulent, qui se posent la question de voyager en Afrique, voilà, si je pouvais conclure là-dessus, c'est parce qu'on vient de passer 2 heures à parler de l'Afrique. Ouais. Mais allez-y. Enfin, si l'Afrique c'est pas fait pour tout le monde, mais comme certains pays d'Asie ou d'Amérique, enfin, voilà, chacun a ses attentes de voyage et a ses rêves de voyage. Si l'Afrique est sur votre liste, mais n'hésitez pas à y aller, que ce soit en solo, en couple ou en famille. Enfin, allez-y, parce que c'est une expérience incroyable, hyper enrichissante, unique, inoubliable. Et ce qu'on a vécu en Tanzanie, tu t'en parleras certainement dans les commentaires, mais voilà, la suite de ça, c'est que on a créé une structure avec en partenariat avec l'association locale en Tanzanie. Donc aujourd'hui, depuis l'Australie et depuis ma caravane, je gère Travel for Good, qui permet et j'organise les voyages des familles françaises en Tanzanie, au village, là où on a vécu pendant quasiment 3 mois, à faire de l'immersion et à faire du volontariat dans les écoles où on a été, à l'orphelinat où on a été, reprendre le flambeau de mes cours de français qui continuent toujours à l'orphelinat. Et voilà, si vraiment vous voulez aller en Afrique, allez-y. Si vous voulez aller en Tanzanie, je suis prête à en discuter avec vous et à vous aider à organiser votre voyage en Tanzanie, parce que franchement, c'est un voyage d'une vie. Génial, on va s'arrêter là-dessus. Un grand merci Elodie. Vraiment, moi je suis partie là. L'Afrique est définitivement sur ma liste, donc je prends tes conseils, tes encouragements et tout ça. Enfin, franchement, merci pour tout ça. Vraiment génial. Merci, et puis, merci Floriane, merci à toi. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Franchement, une belle fin de grossesse, un joli bébé, un accouchement merveilleux, et puis une belle vie à 5 dans votre nouvelle caravane. Merci beaucoup Floriane pour ta confiance et ton invitation, et voilà, et merci pour le temps passé avec toi à discuter de tout ça. Et à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu, cette 2e partie, un petit peu dingo quand même, avec ces 2 mois et demi, presque 3 mois d'immersion dans un village en Tanzanie. J'ai trouvé que c'était hyper inspirant, franchement très très intéressant. J'avais suivi sur Instagram l'épopée africaine d'Élodie, Guillaume, Adam et Simon, et franchement cette immersion dans ce village tanzanien m'avait vraiment donné envie de recontacter Élodie pour son témoignage. Franchement,
Elodie, tu as été à la hauteur de mes attentes. Quelle aventure, l'aventure en train, le Cessna, l'immersion à l'école, les enfants qui retournent à l'école, et puis tout le super travail que vous avez fait et que vous continuez à faire pour cet assaut dans ce village tanzanien. Donc on a à peine eu le temps d'évoquer le nouveau projet d'Elodie et Guillaume qui s'appelle Travel for Good. C'est une agence de voyage qui a pour but de vous emmener, vous aussi, en immersion dans ce village tanzanien. Ça commence par la Tanzanie, mais Travel for Good a pour ambition de se développer dans d'autres pays, d'autres continents. Ça sera au gré des voyages que la petite famille pourra faire. Mais donc tous les renseignements sont sur l'article du blog, bien sûr sur Insta. Vous retrouvez Elodie sur Instagram, Frosty Van Life, et aussi Travel for Good. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et dans l'article sur Parents Voyageurs, avec quelques petites photos aussi que Elodie m'a envoyées, super sympas, elles sont très chouettes. Donc voilà, je vous invite à venir voir tout ça. Et puis je vous dis rendez-vous dans 2 semaines. Bien sûr, si cet épisode vous a plu, vous connaissez la musique, vous n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, votre plateforme d'écoute. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous en parlez autour de vous à tout le monde. Et puis je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle famille, 2 nouvelles familles de voyageurs. À très bientôt, salut!